Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. Tout a peut-être bien été dit sur Pascal, son génie précoce, ses fulgurances de pensée, son intransigeance rhétorique, la puissance de son esprit. Pour les uns, scientifique de grand talent, pour les autres, homme de foi, polémiste au service de la religion. Et pourtant, nul ne connaît son vrai visage. Le seul portrait que l'on ait de lui est celui peint à la demande de sa sœur Gilberte, d'après son masque mortuaire par François de Quesnel qui l'avait bien connu. Le nez est fin, les lèvres légèrement pincées, le regard distant, un brin ironique, son masque mortuaire est plus souriant. Depuis, d'autres portraits ont été réalisés, tous sont le fruit de l'imagination des peintres et des graveurs. Pascal est pour moi un vieux compagnon de route. Il a été mon premier amour littéraire. Je le lis depuis ma classe de seconde quand j'ai découvert, grâce à mon professeur de français passionné de littérature, les pensées, leur langue implacable, leur tranchant, leur humour parfois. Depuis, je le lis, le relis toujours subjugué par son écriture, son style, la pointe acérée de son verbe, par la force de sa pensée, par la puissance d'affect de sa langue. J'avais à son sujet au lycée de longues discussions avec F, ma meilleure amie avec laquelle je partageais mes angoisses, mes peurs, mes lectures. Un jour, telle Ophélie, elle s'est laissée couler dans l'eau de la rivière. Quelques jours plus tard, dans le petit cimetière de son village, les croque-morts aux gestes si précis, si bien réglés, ont passé les cordes dans les poignées de son cercueil un peu brinque-ballant en le descendant lentement au fond de la fosse. Seuls m'ont alors accompagné les mots de Pascal, leur force, leur évidence comme un rempart contre l'effondrement. Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin un peu de terre sur la tête, et en voilà pour jamais. Ces mots me reviennent aujourd'hui encore en ce temps si étrange de la lutte contre un virus qui sème la mort, en rappelant à chacun son caractère inéluctable. De là le besoin quasi vital de se perdre dans des activités innombrables, de se divertir. Pascal à nouveau. J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On a tant dit, tant écrit sur Pascal. Qui était-il ? Un savant de renom ? Un physicien, un mathématicien génial ? L'un des acteurs éminents de la révolution scientifique qui marque le XVIIe siècle ? Le génie de la découverte dont la légende construite après sa mort par sa sœur Gilberte n'est pas sans fondement. C'est l'image bien connue de Pascal redécouvrant seul dans sa chambre les 32 premières propositions d'Euclide, alors que son père lui interdisait d'ouvrir le moindre livre de géométrie et refusait de lui enseigner les mathématiques, pensant qu'il était trop tôt, que cela allait corrompre son esprit. Et puis, à 17 ans, écrivant sans éprouver le besoin de le publier, l'essai pour les coniques, cercles, hyperboles, paraboles, les définissant afin d'être capable de les tracer parfaitement. Ou était-il bien davantage un homme de foi, l'écrivain de l'apologie du christianisme engagé aux côtés des jansénistes dans leur lutte contre les jésuites ? Un croyant constamment partagé entre le doute et la certitude de Dieu que donne la foi ? C'est dans cet entre-deux que je le rencontre. Dans ce qui fait de lui un homme de son temps avec ses doutes, ses intransigences, ses passions, ses mépris, ses détestations. Sa part d'ombre le rend profondément humain et si proche par moments. Il se pose des questions qui résonnent aujourd'hui encore. Que nous enseigne notre corps ? Que peut la foi pour comprendre les mystères de la nature ? Que peut la raison pour éclairer les mystères du divin ? Peut-elle expliquer la radicalité de la vie religieuse à Port-Royal telle qu'elle a souvent été dénoncée ? Ce mépris et même cette quasi-aversion incompréhensible pour le corps, cette volonté implacable de le soumettre, de le réduire, de le châtier voire même de le punir d'être. Aigreur, acharnement contre tout ce qui pouvait donner du plaisir. L'image que l'on a parfois de Pascal est celle très convenue que l'on se fait de Port-Royal. La pratique religieuse n'était-elle à Port-Royal qu'un carcan, une suite de conventions, de pratiques vidées de sens ? Ce ne sont pourtant pas exactement les règles d'éducation prônées par Jacqueline Pascal, la sœur cadette de Blaise, rédigeant un traité à l'attention des petites pensionnaires de Port-Royal. Elle y exprimera à l'égard des filles qui sont confiées aux religieuses la nécessité de ne pas les brusquer, et de faire preuve dans leur éducation de douceur, de doigté et de finesse. Jean Ménard,
le spécialiste reconnu des études pascaliennes et mon directeur de maîtrise à la Sorbonne il y a quelques années déjà, a rassemblé la correspondance de Pascal avec les membres de sa famille, avec ses amis et avec les scientifiques de son époque, ainsi que les lettres qui se sont échangées à son propos, y compris celles de ses ennemis. Au gré de ces lettres si diverses, se dessine un tout autre visage que celui désormais convenu de l'intransigeant proche des jansénistes, austère et finalement presque statufié. S'y dessinent plus subtilement les figures changeantes d'un homme passionné, parfois violent, souvent intransigeant, excessif même en famille, sans concession, hyperactif allant et venant d'une vie de savant reconnu par ses pairs à une vie retirée et dévote. Figure aussi d'un entrepreneur, d'un inventeur, d'un croyant torturé partagé entre la foi, la science, le monde dont il ne néglige pas les intérêts comme en témoignent les actes notariés concernant les achats, les ventes de biens et les successions. Pascal est sans continuateur. Il n'a jamais fait école. Trop indépendant, trop pris par ses recherches, par ses passions, par ses doutes. Homme exigeant envers lui-même, sa vie a été en accord avec ses idées. C'est en cela aussi que je l'estime, c'est si rare. Ce sont tous les contrastes d'une personnalité riche, constamment en question, que je dessine dans ce livre. Un certain 19 juin à Clermont. Pascal naît le 19 juin 1623, rue des Gratz, à Clermont en Auvergne. De sa maison natale à proximité de la cathédrale, il ne reste qu'une dalle portant l'inscription « Ici s'élevait la maison de Blaise Pascal ». La vie de Pascal sera brève, intense et passionnée. Il mourra à Paris le 19 août 1662, âgé seulement de 39 ans et 2 mois tout juste. Étienne Pascal, son père, est un gentilhomme né le 3 mai 1588 à Clermont et qui a fait ses études à la Sorbonne de 1608 à 1610. Sans formation scientifique particulière mais passionné de sciences, il a des connaissances scientifiques certaines. Plus tard, à Paris, il sera un membre actif de l'Académie du Père Mersenne. Il épouse vers 1615 Antoinette Bégon, la fille d'un de ses collègues au Parlement d'Auvergne. Il acquiert alors la charge de conseiller du roi pour l'élection de Basse-Auvergne. Ils auront 4 enfants. Antonia en 1617, décédée peu après sa naissance, Gilberte en 1620, Blaise en 1623 et Jacqueline le 5 octobre 1625. La mère de Pascal meurt prématurément en 1626. Elle a tout juste 30 ans. En 1624, Étienne Pascal acquiert la charge de second président à la cour des aides de Montferrand et à la mort de son épouse, il entreprend d'éduquer seul ses enfants. Ses idées pédagogiques sont novatrices. Il pense qu'il faut tenir l'enfant au-dessus de son ouvrage pour qu'il progresse. Il a sûrement très tôt conscience que l'intelligence de Blaise est sans seconde et qu'il faut éviter absolument de la gâter. Après l'échec de sa candidature au poste de premier président de la Cour des aides en 1631, Étienne Pascal décide de déménager avec sa famille à Paris, où il pourra donner libre cours à sa passion pour les sciences et éduquer ses enfants. Pour s'assurer une rente, Étienne Pascal place le produit de la vente de sa charge de président à la Cour des aides en acquérant le 2 janvier 1635 des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, normalement garanties par le roi. On dirait aujourd'hui qu'il acquiert des bons du Trésor. Il ne peut alors pas anticiper l'influence de la guerre d'Espagne déclarée quelques mois plus tard par la France sur sa vie personnelle et sur celle de ses enfants. Ainsi, le 15 août 1636, les troupes royales connaîtront un grand succès en prenant Corbie en Artois et le même jour, elles subiront de graves défaites en Franche-Comté après le siège de 3 mois sans succès de la ville de Dole dans le Jura. En novembre 1631, Étienne Pascal s'installe donc avec ses 3 enfants à Paris, ville alors très peu sûre où règne une grande criminalité du fait de la mendicité, du vagabondage et de la prostitution que l'édit de fondation de l'hôpital général de Paris dit de grand renfermement du 27 avril 1656 aura pour objet d'éradiquer. Quelques mois auparavant, le vendredi 30 mai 1631, apparut le premier numéro de la Gazette, un hebdomadaire de 4 pages in-quarto, 15,3 cm de large sur 23,3 cm de hauteur,
Le journal dont le prix élevé limitera cependant la diffusion recensera des nouvelles récentes de la cour, du roi, des grands, classées chronologiquement avec l'indication de la date et du lieu d'origine. 2 adolescents doués à Paris. Logis parisien des Pascal. 1632 à 1635. Suivre la famille Pascal dans ses logements parisiens, c'est suivre le développement de la ville en un temps où se développent dans la capitale des quartiers en pleine mutation. Jean Ménard, au cours d'une conférence qu'il a donnée en 1955 à la Société historique et archéologique des 5e, 13e et 14e arrondissements de Paris, a recensé 6 logis parisiens de Pascal de son enfance jusqu'à sa mort. La famille s'installe à son arrivée à Paris rue de la Tixandrie, à l'emplacement actuel d'une annexe de l'Hôtel de Ville de Paris, rue Lobau, le 1er janvier 1632. Elle y reste jusqu'au 16 avril 1634. La maison, qui n'existe plus et dont le bail a été signé le 7 décembre 1631, comporte 2 corps de logis et 2 petites cours. Louise Delfaux, fille majeure, entre au service de la famille Pascal qu'elle servira fidèlement pendant plus de 20 ans. Rue Neuve-Saint-Lambert. En 1635, Louis XIII, qui a le souci d'embellir Paris et d'en diversifier les ressources, confie à 2 de ses médecins Guy de la Brosse et Jean Héroard la charge de réaliser d'une part, le jardin du Roy pour la culture des plantes médicinales, le jardin des plantes, dont Frédéric Sclaberge dessine le premier plan en 1636 et qui sera destiné dès sa création à l'étude de l'herboristerie par les étudiants en médecine et en pharmacie. Louis XIII charge d'autre part ses 2 médecins de créer le droguier du roi, pour le stockage des substances médicamenteuses ainsi qu'un cabinet de curiosités. Non loin, la famille Pascal occupe du 16 avril 1634 au 24 juin 1635 rue Neuve-Saint-Lambert, au numéro 20 de l'actuelle rue de Condé, une maison qui comprend un corps de logis, une cour et des dépendances. Les travaux importants d'embellissement de la maison aux frais d'Étienne Pascal donnent une idée de son niveau de vie. Ils sont confiés au maître maçon Sébastien Messier. Construction d'une porte cochère garnie de ferrures, destruction de l'ancien escalier en bois et construction d'un nouvel escalier en bois, ravalement des murs de façade et de clôture, le hangar des carrosses doit être couvert d'ardois avec gouttières en plomb, la cour doit être pavée de grès. Étienne Pascal doit également, comme tout locataire à Paris, entre autres taxes, payer sa part pour les pauvres, pour les fortifications, pour les guets ainsi que pour les boues, les chandelles, les lanternes et le pavé. Les menues réparations locatives sont également à sa charge. Rue Neuve-Saint-Lambert, les enfants Pascal fréquentent ceux de la mondaine Madame Sainteau, très liée au poète à la mode, voiture. Jacqueline, fine, intelligente, sensible, habile paraît alors la plus douée des 3 enfants. Elle n'a accepté d'apprendre à lire que quand sa sœur Gilberte, de 6 ans son aînée, lui a récité des vers. Dès l'âge de 8 ans, elle en compose et en apprend par cœur des quantités. Rue Brisemiche. 1635 à 1648. Les Pascal emménagent rue Brisemiche, qui donne sur la rue du Cloître Saint-Méry, le 24 juin 1635. Ils y demeureront jusqu'au 1er octobre 1648. Le quartier est à la mode, c'est celui de Madame de Sévigné. Non loin, au théâtre du Marais ancien jeu de paume, rue Vieille du Temple, le Cid est créé en décembre 1637 comme le seront toutes les grandes tragédies de Corneille. La maison de la rue Brisemiche, sise en face de la demeure des Hennequins qui va devenir le futur hôtel particulier des Rohanaises, comporte un corps de logis, cour et appartenance. Le jeune Blaise s'y lie d'amitié avec Artus Gouffier, né le 28 août 1627, le futur duc de Rohanaises, son cadet de 4 ans et sa sœur Charlotte née le 15 avril 1633 dont le père Henri Gouffier, duc de Rohanaises, époux de Marie Hennequin, appartient à la plus haute noblesse française. C'est avec Charlotte que Blaise entretiendra une correspondance durant le dernier trimestre 1656, après qu'elle se sera convertie, le 4 août 1656. Artus sera son ami le plus sûr. Les liens entre les familles Rohanaises et Pascal se sont certainement vite noués. Chacun remarque la vive intelligence de Blaise. Jacqueline, jeune, brillante, passionnée et sans doute un peu naïve, se fait remarquer par sa vivacité d'esprit et par les vers qu'elle compose. Madame de Morangis, voisine de la famille et qui visite la reine régulièrement, la reçoit quotidiennement.
Benserade, le courtisan, poète et précieux, qui n'a que 25 ans, badine avec elle et lui dédie des vers. Elle compose les siens sous son influence et sous celle de Voiture. Ils sont diffusés en manuscrit en reconnaissance de son talent. Sur l'autre rive de la Seine, la même année, l'abbé Jean-Ambroise Duvergier de Orange dit Saint-Cyran, directeur de conscience depuis 1634 de la mère Angélique Arnaud, on écrit aussi Arnaud ou Arnaud, abbesse de Port-Royal, prend la direction spirituelle des religieuses de Port-Royal, Faubourg Saint-Jacques. Saint-Cyran est l'ami de Corneille Janssen dit Jansénius, qui a suivi des études de théologie d'abord à Louvain puis à Paris. Au cours de ses études et durant ses années d'enseignement, Jansénius a pris des positions clairement opposées à celles de jésuites tout en travaillant à son ouvrage sur saint Augustin, l'Augustinus. En 1635, soutenu par son ami Saint-Cyran, il a publié Mars Gallicus, un pamphlet contre la politique étrangère de Louis XIII, soutenu par le cardinal de Richelieu. La France noue des alliances avec les protestants au lieu, selon Jansénius, de soutenir les catholiques dans la guerre contre les Espagnols. C'est en cette année 1635 en effet que la France déclenche le 19 mai la guerre de 30 ans contre l'Espagne. 3 ans plus tard, en 1638, Richelieu, en faisant emprisonner Saint-Cyran à Vincennes, le traitera comme un criminel d'État pour avoir résisté aux séductions du pouvoir en refusant un évêché, mais plus encore peut-être, pour avoir soutenu le pamphlet de son ami Jansénius Mars Gallicus. Son ami Robert Arnaud d'Andilly, qui avait lui aussi résisté au pouvoir en refusant le poste de secrétaire d'État que lui offrait Louis XIII, lui rend visite chaque jour en prison. Saint-Cyran mourra le 11 octobre 1643, 8 mois après sa sortie de prison, très affecté et affaibli par son incarcération. Convaincu de la perfectibilité morale de chaque individu, Saint-Cyran s'est toujours montré intéressé par la pédagogie en vue de former des chrétiens sans compromission avec le mal. Dans cette perspective, il fonde à Paris en 1637 les petites écoles qui seront expérimentées dans différents lieux autour de Paris et en particulier aux Granges de Port-Royal. La première école est établie dans une maison privée à Paris chez Noël Lambert, avec 4 professeurs et une vingtaine d'élèves. Les professeurs appliquent les principes de Saint-Cyran, dont l'un est que chaque maître se doit d'être patient et tolérant. On compte parmi les premiers professeurs Pierre Nicole et Claude Lancelot, qui a été le précepteur du duc de Chevreuse et de la princesse de Conti et qui compose à Port-Royal un abrégé de la nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu de temps les principes de la langue grecque, et un abrégé de la nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu de temps les principes de la langue latine ainsi que le jardin des racines grecques. Cependant, les ouvrages pédagogiques que Lancelot rédige ne sont pas conçus seulement à l'intention des élèves des petites écoles, mais d'un public plus large. Parmi les élèves, Pierre Thomas de la Motte, dit Sieur du Fossé, qui jouera un rôle important au moment des provinciales, et ses 2 frères sont confiés aux petites écoles en 1643 par leurs parents, après que ceux-ci ont rencontré Saint-Cyran. Ils confieront de même 3 de leurs filles à Port-Royal. En 1644, l'école est transférée au Chesnay. En 1646, elle s'installe rue Saint-Dominique au faubourg Saint-Jacques. Il y a alors 24 élèves répartis en 4 classes avec pour maître Lancelot et Nicole. Des cousins de Racine, un fils de Robert Arnaud d'Andilly, des enfants pauvres bénéficient de l'enseignement. Les élèves pensionnaires, dont la nourriture est bonne et abondante, reçoivent une éducation très chrétienne. Ainsi, entre eux, point d'émulation qui est source d'orgueil au risque qu'ils se désintéressent de toute chose et tombent dans l'apathie, une forme de nonchalance dont Pascal s'est souvenu dans les pensées, la gloire. L'admiration gâte tout dès l'enfance. Oh que cela est bien dit, oh qu'il a bien fait qu'il est sage, etc. Les enfants de Port-Royal auxquels on ne donne point cet aiguillon d'envie et de gloire tombent dans la nonchalance. La journée est rythmée par l'étude, des lectures, un examen de conscience, les jeux auxquels jouent les enfants, jeux de construction, jeux de cartes, jeux historiques inventés par les solitaires, et non la danse comme dans les collèges jésuites. Le latin occupe une grande place dans l'enseignement qui est surtout oral, et fait appel à la mémoire. On y enseigne aussi le calcul, les mathématiques, la géométrie et le grec. En 1637, à 29 ans, Antoine Lemestre de Sacy, brillant avocat, esprit exigeant, souffrant peu de compromis avec le monde, neveu de la mère Angélique et de ses 2 frères Robert Arnaud d'Andilly et Antoine Arnaud, refuse un poste de ministre que lui offre Richelieu et renonce à toute ambition.
Il est le premier solitaire de Port-Royal à s'installer dans les locaux abandonnés de l'abbaye des Champs. D'autres le suivront bientôt. Début remarqué de Jacqueline et de Blaise, à Paris. Étienne et Blaise Pascal à l'Académie Mersenne. En mai 1634, Mersenne, un libéral qui assure les liens entre les forces conservatrices de l'Église et les nouvelles sciences, un homme ouvert aux nouveautés, à l'écoute et qui parle bien, fonde son académie consacrée aux mathématiques qui devient très rapidement le premier centre scientifique en Europe au milieu du XVIIe siècle où parviennent toutes les communications scientifiques. Parmi les membres, se trouvent les savants les plus prestigieux, les mathématiciens Jean-Baptiste Chauveau et Girard de Sargues, Claude Maille-d'Orge qui conduit des recherches en optique, le mathématicien Gilles Personne de Roberval, qui dès 1628, à la demande de Mersenne, a travaillé sur la question de la cycloïde sans toutefois parvenir à des solutions satisfaisantes. Ils sont rejoints par Pierre de Carcavie, intendant du duc de Liancourt depuis que, pour des raisons financières, il a dû vendre sa charge de conseiller au Grand Conseil. Ami de Fermat, homme ouvert aux sciences, il correspond avec Torricelli. Étienne Pascal est lui aussi un membre actif de l'Académie. Ses compétences sont officiellement reconnues puisqu'il est l'un des 5 commissaires nommés par Richelieu le 6 février 1634 pour évaluer l'invention de Jean-Baptiste Morin sur les longitudes, et Mersenne lui dédicacera le 1er novembre 1635 son traité des orgues, honorant ainsi la très profonde érudition et en toutes les parties des mathématiques de son confrère réputé aussi pour ses connaissances musicales et son intérêt pour l'astronomie. Étienne Pascal observera l'éclipse de soleil à Paris le 1er juin 1639. Quant à Descartes et Fermat, ils participent à l'Académie par correspondance. En 1636, Étienne Pascal et Roberval écrivent à Fermat sur des questions d'équilibre du globe terrestre, en bref de géo-accent-aigu-statique. Mersenne fera du mathématicien Jacques Lepailleur son héritier qui lui-même fera de Claude Milon passionné d'astronomie et de géométrie, ami de Roberval et sans doute son ancien élève, son héritier, après sa mort en 1654. L'Académie se réunit une fois par semaine. Les conférences y sont régulières. De nombreux problèmes scientifiques, chimie, physique, mathématiques, sont discutés à la lumière du rationalisme. On y étudie également les ouvrages nouveaux qu'ils soient français ou étrangers. Il y a en tout 78 correspondants étrangers, des Allemands, des Hollandais, des Anglais, des Italiens. Mersenne correspond directement avec Descartes, avec Huygens qui n'a pas 20 ans, avec Galilée et Torricelli. Il séjournera en Italie de 1644 à 1645, avec l'astronome Peresque qui a étudié à Padoue et qui entretient des liens avec l'Italie. Mersenne lui envoie le compte-rendu des observations qu'il a faites lors de l'éclipse du 20 janvier 1628 et celle du 18 août 1635. Début 1637, Fermat trouve la solution d'un problème de géométrie posé par Étienne Pascal et Descartes publie la même année le Discours de la méthode et la géométrie. Ces publications sont l'occasion d'échanges entre savants, de discussions sur les méthodes utilisées et sur les résultats. Selon Gilberte, la sœur de Pascal, quand Étienne Pascal découvre que Blaise a retrouvé seul la 32e proposition d'Euclide déterminant le volume du cône à base circulaire, exerçant là ce que Pascal lui-même appellera dans les pensées l'esprit de justesse, Étienne Pascal se rend chez son ami Lepailleur et pleure de joie en lui racontant ce qu'il vient de découvrir. Blaise entre à l'Académie Mersenne fin 1635. Il a 12 ans. Dès lors, il participe aux discussions des savants sur des questions de mécanique, de géo-accent-aigu-statique, de pesanteur, de centre de gravité. Les débats et les échanges au sein de l'Académie mettent bien en lumière leur fécondité mais aussi les tensions qu'ils font naître entre scientifiques. Car certains sont en concurrence par souci d'être reconnus les premiers découvreurs de nouveaux calculs scientifiques, ou les premiers à résoudre des problèmes jusque-là considérés comme insolubles. C'est ce qui se passe à propos des recherches conduites à la même époque en France et en Italie sur la roulette ou cycloïde, terme grec qui sera repris par Fermat et Descartes, ainsi nommé par Roberval qui l'appellera plus tard la trochoïde. La roulette est aussi appelée roulette de Pascal. Torricelli s'y est intéressé. En 1634, Roberval a commencé à y travailler et l'a construite. Étienne Pascal a travaillé l'une des courbes à laquelle il donnait le nom de limaçon qui est le roulement d'un point sur un cercle.
Pascal ne manque pas de s'y intéresser comme tous les savants de son temps. La cycloïde est la figure que trace un point d'une roue sur une droite. C'est une courbe plane, trajectoire d'un point fixé à un cercle qui roule sans glisser sur une droite. Pour cela représenter, il suffit d'imaginer fixer une diode lumineuse en périphérie d'une roue de vélo et d'observer la trajectoire de la diode lorsque le vélo roule sur une chaussée. Au contraire des coniques dont les équations mathématiques peuvent s'exprimer avec des inconnues à la puissance 2, ces courbes font nécessairement appel aux fonctions trigonométriques. Elles sont donc d'un usage plus compliqué et moins familière. En 1638, Robert Val, qui publie peu pour s'assurer la primauté de certaines de ses recherches, autorise Mersenne à publier sans leur démonstration les premiers résultats de ses recherches. À ce sujet, Descartes et Fermat s'opposent sur des questions de méthode en janvier-février 1638 et malgré les demandes de Robert Val et de Fermat, Descartes refuse finalement en termes peu amènes de poursuivre les recherches sur la cycloïde. En 1639, Mersenne sollicite sur le sujet de la roulette les Anglais Theodorak et John Pell. L'année suivante, sans que Mersenne en soit apparemment prévenu, le mathématicien Jean de Beaugrand, membre important de l'Académie Mersenne, mais qui s'est récemment opposé à Mersenne et à Descartes sur certains calculs de réfraction, transmet les problèmes et selon Pascal certaines solutions au mathématicien astronome Bonaventura Cavalieri qui les transmet à Galilée avec qui il entretient une correspondance très suivie et dont les premières études sur la courbe remontent sans doute au début du siècle. Galilée lui-même les transmet à Torricelli qui en 1643 correspondra avec Robert Val qui l'appelle « l'Apollon des géomètres », en s'appropriant toutefois dans ses Opera Geometrizia qu'il publie en 1644, l'année où il invente le baromètre à tube de mercure certains résultats de Robert Val sans nommer ni ce dernier ni Mersenne, ni Fermat, ni Descartes contrairement à l'engagement qu'il avait pris de ne pas empiéter sur ce domaine de leur recherche. Pascal, quand il lira les Opera Geometrizia, écrira que Torricelli s'était ainsi couvert de ridicule, ce fut un sujet de rire en France, de voir que Torricelli s'attribuait en 1644 une invention qui était publiquement et sans contestation reconnue depuis 8 ans pour être de Monsieur de Robert Val. Malgré ces indélicatesses, les échanges se poursuivent avec quelques tensions entre Français et Italiens, les uns et les autres s'accusant mutuellement de plagiat. La querelle s'éteint naturellement puisque Torricelli meurt le 25 octobre 1647, et Mersenne en 1648. Le résultat pratique le plus important sur les cycloïdes sera l'œuvre de l'un des correspondants scientifiques novateurs en ce temps d'effervescence, Huygens qui démontrera que le pendule, en première approximation, bat à un rythme régulier indépendamment de la position angulaire à laquelle on le lâche. Les siècles suivants feront abondamment appel à cette loi physique pour produire des instruments fiables de la mesure du temps. Huygens démontrera en 1673 que ceci n'est plus tout à fait vrai, lorsque la position angulaire dépasse quelques degrés. Cet inconvénient est particulièrement notable lorsque le support de la pendule n'est pas fixe comme cela peut l'être à bord des navires. Mais si on laisse alors le fil du pendule s'appuyer sur une courbe inclinée suivant une cycloïde, la fréquence du battement deviendra fixe et indépendante des mouvements du navire. Jacqueline Pascal, une poétesse de 15 ans. 1637 à 1639. Si les capacités intellectuelles de Blaise sont reconnues, celles de Jacqueline ne le sont pas moins. Jeune poétesse, ses vers sont lus dans les cercles mondains, ses rondeaux de mai 1637 circulent en manuscrit et Corneille les appréciera. Si ces vers ne sont pas formellement novateurs, les poèmes de circonstance qu'elle compose, comme c'est l'usage à l'époque, témoignent pour le moins de la proximité de la famille Pascal avec des personnages bien en cours. En 1638, la France est avide d'avoir un dauphin puisque Louis XIII et Anne d'Autriche sont mariés depuis 22 ans. Il est vrai que leurs relations ne sont pas toujours excellentes. En effet, l'année précédente, le second personnage du royaume, Pierre Séguier, homme influent à la cour et chancelier de France depuis 1635, agissant sur ordre de Richelieu, a conduit le 13 août 1637 une perquisition chez la reine à l'abbaye du Val-de-Grâce où elle réside souvent. Il en serait même venu à lui faire des attouchements pour s'assurer qu'elle ne dissimulait pas dans ses vêtements des documents compromettants, puisqu'elle est soupçonnée d'intelligence avec l'ennemi, le roi d'Angleterre Charles I et son frère le roi d'Espagne Philippe IV avec lequel elle entretient une correspondance secrète.
Or, le 22 avril 1638, la reine Anne d'Autriche sent en elle remuer pour la première fois son enfant, le futur Louis XIV, et au dire des témoins, ce jour-là, la terre tremble. La naissance est attendue, espérée. Reçue à la cour, Jacqueline compose à cette occasion une épigramme sur le mouvement que la reine a senti de son enfant, présentée aussi à Sa Majesté, qui commence ainsi : « Cet invincible enfant d'un invincible père déjà nous fait tout espérer. » Fin mai, elle en compose aussi sur le chant pour Mademoiselle. Le 5 septembre 1638, au château neuf de Saint-Germain-en-Laye naît le futur Louis XIV. Les vers de Jacqueline vont connaître peu après une fortune inattendue et vont sauver son père d'une situation périlleuse liée aux fameuses rentes de l'hôtel de ville qu'il a acheté en janvier 1635. En effet, en 1638, Séguier, constatant le coût des guerres, la guerre d'Espagne coûte très cher, décide de surseoir au paiement des intérêts des rentes. Le 24 mars 1638, les créanciers, les rentiers, dont Étienne Pascal fait partie, se révoltent contre l'autorité du roi en s'en prenant à Cornuel, l'intendant des finances, et le lendemain, ils protestent rue Saint-Antoine devant l'hôtel Séguier. La répression est immédiate et sévère. Plusieurs contestataires sont embastillés. Pour éviter de l'être, Étienne Pascal doit se cacher et partir à Clermont. Il ne reviendra à Paris que 6 mois plus tard, vers septembre-octobre, lors de la maladie de Jacqueline atteinte de petite vérole qui va la défigurer. En mars 1639, Jacqueline compose une épigramme à Monseigneur l'éminentissime cardinal-duc de Richelieu après la Comédie, qu'elle se propose de lui offrir le 3 avril après avoir joué devant lui et devant la duchesse d'Aiguillon, sa nièce, le rôle de Cassandre dans la pièce de Scudéry, L'amour-tyrannie. Le cardinal, qui aime les fêtes et les honneurs et fait représenter dans son palais des comédies de sa composition, apprécie beaucoup le jeu de Jacqueline. Avant la représentation, l'acteur Mondori, ami des Pascal, lui a vanté les mérites d'Étienne Pascal et démontré au cardinal et à sa nièce que les informations que celui-ci a eues sur l'implication d'Étienne Pascal lors de l'affaire des rentiers étaient fausses, le disposant ainsi à écouter Jacqueline lui exposer sa requête à la fin de la pièce. L'épigramme qu'elle a composée et qu'elle récite rappelle clairement la situation de son père. Ne vous étonnez pas, incomparable Armand. Si j'ai mal contenté vos yeux et vos oreilles. Mon esprit agité de frayeur sans pareille. Interdit à mon corps et voix et mouvement. Mais pour me rendre ici capable de vous plaire. Rappelez de l'exil mon misérable père. C'est le bien que j'attends d'une insigne bonté. Sauvez cet innocent d'un péril manifeste. Et lors vous me rendrez l'entière liberté. D'esprit et du corps, de la voix et du geste. La duchesse d'Aiguillon s'approche alors de son oncle et lui dit : « Vraiment monsieur, il faut que vous fassiez quelque chose pour cet homme-là. J'en ai ouï parler, c'est un fort honnête homme et fort savant, c'est dommage qu'il demeure inutile. Il a son fils qui est fort savant en mathématiques, qui n'a pourtant que 15 ans. » Le cardinal manifeste aussitôt à Jacqueline une extrême affection, la tient serrée dans ses bras, l'embrasse et lui dit : « Allez, je vous accorde tout ce que vous me demandez, écrivez à votre père qu'il revienne en toute sûreté. » Jacqueline écrit à son père le lendemain, 4 avril 1639, pour lui raconter les circonstances dans lesquelles elle a obtenu du cardinal de Richelieu en personne son retour en grâce. Le cardinal demande à voir Étienne Pascal, ainsi que Gilberte et Blaise. La famille Pascal est reçue par Richelieu au château de Rueil en mai 1639. Jacqueline compose une nouvelle épigramme louangeuse de remerciements, dédiée au cardinal. Le retour en grâce d'Étienne Pascal s'accompagne de sa nomination le 19 novembre 1639 en tant que commissaire député en Normandie, pour la subsistance. Il s'installera à Rouen le 2 janvier 1640. Sa nomination s'accompagne d'une mission répressive. Il doit en finir avec la révolte des Va-nu-pieds, commencée en avril 1639 à Avranches et qui s'est rapidement étendue dans tous les cantons. Révolte du peuple, non contre le roi, mais contre l'excès de taxes qui l'écrase, Richelieu croyant en une richesse inépuisable de la Basse-Normandie. La révolte culmine les 4 et 22 août à Rouen par des actions extrêmement violentes, comme cela s'est passé dans les semaines précédentes dans les campagnes où le peuple s'en est pris aux gabeleurs, à tous ceux chargés de récupérer les taxes et le faisant souvent avec brutalité. La répression ordonnée par Richelieu et mise en œuvre par le chancelier Séguier début janvier 1640 est terrible et sanglante. Séguier,
présent à Rouen, accompagné de 8 conseillers d'État et maîtres des requêtes, dissout le Parlement et fait exécuter sans jugement tous les séditieux emprisonnés. La même année, l'Augustinus, le livre de Jansénius, est publié de façon posthume. C'est ce livre qui sera l'objet d'ardentes polémiques entre jésuites et jansénistes au sujet des 5 propositions. Début janvier 1640, Blaise et Jacqueline sont encore à Paris, rue Brisemiche. Ils rejoignent leur père un peu plus tard. À Rouen, Jacqueline poursuit son activité poétique et fait des vers à la demande de Corneille, ami des Pascal, qui a connu 3 ans plus tôt le succès avec le Cid et le connaît à nouveau avec sa tragédie Horace jouée au Marais début mars 1640. Sur l'insistance de Corneille, Jacqueline participe au concours de poésie des Palinots pour le prix de la Tour en décembre 1640 qu'elle gagne en composant des stances sur la conception de la Vierge. Comme elle est absente à la remise des prix, c'est Corneille qui représente la jeune muse absente. Selon Gilberte, dans le récit qu'elle fera plus tard de la vie de sa sœur après sa mort, Jacqueline, appréciée pour la simplicité de son comportement et pour son amabilité, n'a nul attachement ni pour la gloire ni pour l'estime. Sans attachement particulier à la religion, elle ne manifeste pas non plus de goût particulier pour le mariage. En février 1642, elle composera sur un thème dans la tradition baroque des stances contre l'amour, un poème particulièrement remarqué qui chante la liberté et la vertu opposées à l'asservissement de l'amour, puis elle publiera en 1643 des vers de circonstance, au printemps des sonnets lors de la maladie de Louis XIII et en avril-mai un poème intitulé « Sur la guérison apparente du roi ». Puis, après la mort du roi le 14 mai au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, un poème à la reine sur sa régence, en septembre des stances pour une dame amoureuse d'un homme qui n'en savait rien, et en octobre des sonnets embourimés. Les Coniques, première publication. 1639 à 1640. En 1639, Blaise Pascal travaille, dans le cadre de sa participation active à l'Académie Mersenne, à la publication de son essai pour les Coniques. Le 12 novembre 1639, Mersenne, qui admire sa précocité, fait part à Descartes de son admiration pour les travaux du jeune Pascal. Ce dernier lui répond non sans agacement le 25 décembre. « Je ne trouve pas étrange qu'il y en ait qui démontrent les Coniques plus aisément qu'Apollonius, car il est extrêmement long et embarrassé et tout ce qu'il a démontré est de soi assez facile. Mais on peut bien proposer d'autres choses touchant les Coniques, qu'un enfant de 16 ans aurait de la peine à démêler. Et pourtant, que sont ces fameuses Coniques, et pourquoi sont-elles objet de recherche au temps de Pascal ? Les Coniques sont, d'un point de vue géométrique, les différentes intersections d'un cône et d'un plan. Si le plan est perpendiculaire à l'axe du cône, on obtient un cercle, c'est la définition du cône. Que l'on oriente maintenant différemment le plan, l'on obtient une nouvelle courbe fermée, l'ellipse. Si l'inclinaison est telle que le plan soit parallèle à une génératrice du cône, cette courbe fermée dégénère, pour devenir à ce moment-là une courbe ouverte et infinie, en l'occurrence une parabole. Si l'on poursuit au-delà de cet angle, le plan va rencontrer le cône non seulement dans sa partie inférieure mais aussi dans sa partie supérieure. On a ainsi une double courbe ouverte appelée hyperbole. Des cas particuliers donnent des droites mais l'essentiel des divers types de coniques est bien là: l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. La question des coniques est de première importance dans différents domaines de la science. Kepler, dans son étude du mouvement des planètes, avait déterminé quelque temps auparavant, c'est la première loi de Kepler, que les planètes décrivaient autour du Soleil une ellipse dont le Soleil était l'un des foyers. Un peu plus tard, Newton établira que cette même loi de Kepler se déduit de la loi d'attraction universelle des corps. On peut dire, en oubliant les effets ultérieurs de la relativité générale, que les coniques sont des concepts géométriques essentiels en mécanique céleste. Par ailleurs, Galilée, dans son étude de la chute des corps, a déterminé que tout corps lancé avec une vitesse initiale à la surface de la Terre suit une trajectoire parabolique. Tout tireur au fusil sait qu'il doit adapter sa hausse à la distance de tir car la trajectoire de sa balle passera par un point maximal de hauteur avant de redescendre sur la cible. Et la visée optique, une droite, doit en tenir compte. Pascal, qui n'a que 17 ans, appuie son étude des coniques sur une autre étude des coniques de Girard de Sargues mais formulée de façon alambiquée.
L'étude de Pascal est novatrice et autrement puissante que celle qui précédait car sa force est d'avoir su exprimer dans un style condensé que tous les résultats connus sur les coniques et d'autres à venir se déduisaient par l'application de quelques principes simples de géométrie projective et de transformation géométrique à partir des courbes élémentaires que sont les droites et les cercles. Son essai fort court, publié sans doute en février 1640 lors de son séjour à Rouen, est davantage une explicitation d'une approche novatrice qu'un traité complet et exposant des résultats nouveaux sur ces courbes. Il n'est d'ailleurs pas exempt d'erreurs, somme toute minimes, pour avoir été produit très rapidement. Pascal n'y annonce pas tous ses résultats et ne fournit pas de démonstration. Il y énonce des propositions, façon pour lui de tenir le monde scientifique au courant de l'état de ses recherches. Pascal préparera ensuite tout au long de sa vie un ouvrage autrement plus fouillé sur les coniques, le Conicorum Opus Completum malheureusement perdu, mais dont le contenu et la grande valeur nous sont imaginables par ce qu'en a dit Leibniz dans une lettre de 1676 après avoir pris connaissance d'un premier exemplaire. Mersenne se charge de diffuser l'essai auprès des savants européens. Quand Descartes le reçoit en mars, il est fort peu enthousiaste et n'y voit de la part de Pascal qu'une continuation des travaux de Girard de Sargues dont il est vrai Pascal a perfectionné la méthode. En fait, Descartes est persuadé que c'est de Sargues qui a écrit l'essai, puis, apprenant que ce n'est pas lui, il pense que son véritable auteur est Étienne Pascal plutôt que de se persuader qu'un enfant de cet âge fût capable d'un ouvrage de cette force. Le 18 novembre 1640, Mersenne signalera cette importante découverte de Pascal sur les coniques à Théodorac, son correspond à Londres. Nous avons ici un jeune homme, dont je crois vous avoir envoyé une feuille des coniques, lequel est si excellent géomètre, n'ayant que 18 ans qu'il a compris toutes les sections coniques d'Apollonius dans une seule proposition. Le temps des expériences. Été 1640 à 1650. Rouen, l'invention de la pascaline. 1642 à 1649. Au cours des premières années que les Pascal passent à Rouen, le contexte scientifique et politique est le suivant. Le 8 janvier 1642, Galilée meurt à Arstri près de Florence où après son procès il a été assigné à résidence par le pape. À la fin de la même année, Richelieu meurt le 4 décembre à Paris. Le lendemain, Mazarin qui n'a que 33 ans est nommé ministre d'État par Louis XIII qui meurt quelques mois plus tard le 14 mai 1643. Son fils Louis XIV devient roi de France à 4 ans et demi. Son épouse Anne d'Autriche est régente et Mazarin se rend alors très vite indispensable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.